Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a une émission chargée et comme à chaque matin, dans le moment de la discussion, j'ai toujours des informations à vous donner. Et puis, il y a quelque chose de grand qui s'en vient pour la région de l'Outaouais. Là, forcément, vous savez de quoi je parle. Là, je parle du Salon du livre de l'Outaouais qui est rendu à sa 40e édition. Et puis, on a eu Jean-Paul Moreau dernièrement qui a eu la gentillesse de nous passer une entrevue, un clip audio qu'il a eu avec le président fondateur du Salon du livre de l'Outaouais. Et ça date de, je crois, 1982, quelque chose comme ça. Et puis, voilà, je viens d'avoir confirmation, ça date du 10 mars 82 et puis ça date de loin, loin. On va écouter ça et puis je vais vous donner des informations concernant cette programmation pour le 40e. Écoutez ça. D'abord, si on commence par les activités pré-salon, le concours d'affiches, l'an dernier, on n'avait pas d'espace pour les montrer. Au fait, les 240, 250 affiches. Cette année, les gens vont pouvoir regarder tous les affiches à partir de l'affiche gagnante, l'affiche officielle du salon, dans le foyer. Il y a la salle d'animation pour adolescents. C'est nouveau cette année parce qu'encore une fois, on n'avait pas d'espace au manège. Étant donné qu'on est au Palais des Congrès, on a beaucoup de salles disponibles pour les adolescents. Et c'est des salles aussi animées par les adolescents. Forcément, pour un 40e, il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent. Et en parlant de ça, on a reçu cette semaine des auteurs et puis des représentants des éditions David qui nous ont donné plus de renseignements. Puis moi, j'en ai noté quelques-uns. La thématique pour cette 40e édition, c'est « Ose le slow ». Ça, quand on parle de slow, là, ils osent tout, là. Ils osent la résistance, ils osent la poésie, ils osent plein d'affaires. Ça sent que ça sera super intéressant. Donc, je vous dis qu'il y aura déjà le bordel littéraire. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que c'est pour des gens, des adultes de 18 ans, là, on va dire. Donc, c'est des auteurs qui ont des romans érotiques. Et puis, ils seront comme dans une petite maison, là. Et puis, vous allez les retrouver là-bas pour faire des écoutes avec eux. Ils vont vous partager leur écrit, ils vont vous partager leur histoire, pourquoi est-ce qu'ils ont écrit le livre. Puis c'est super intéressant. Qu'est-ce on m'a aussi fait savoir c'est que l'événement va pas seulement se passer au Palais des Congrès de Gatineau, mais il va s'étendre un peu partout. Il y aura des bars qui seront affiliés à cet événement-là. En tout cas, il y aura plein de lieux qui seront affiliés à cet événement-là. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez visiter le site web www.slo.qc.ca et puis vous allez essayer de participer à cet événement qui s'en vient. Il y aura des tables rondes, il y aura des tables rondes surtout sur la résistance, c'est ça que j'ai retenu. Et puis il y aura des séances de dédicaces forcément, vous allez avoir la latitude de discuter avec des auteurs qui vous ont marqué. Et puis voilà, ce sera ça. Mais qu'est-ce que je voulais mentionner de très important, c'est que à partir, pas à partir, mais là maintenant, je pense que vous pouvez visiter le site web, donc www.slo.qc.ca pour vous prendre un bracelet passeport de 4 jours. En fait, ce bracelet-là vous permettra de voyager gratuitement sur le réseau régulier de la STO pendant tout l'événement. Donc, durant l'événement du 28, ça a commencé aujourd'hui, du 28 au 1er mars, vous aurez la latitude d'aller un peu partout là et puis participer à toutes les activités qui entourent la 40e édition du Salon du livre de l'Outaouais. Alors, je viens d'entendre que le nom du fondateur que j'avais pas, c'est Jacques Poirier et c'est le fondateur. Beaucoup de choses se sont passées depuis, comme je vous disais tantôt, beaucoup de choses se sont passées depuis la première édition à maintenant. Donc, forcément, vous êtes invités à aller là-bas et puis à rencontrer tout ce qu'ils ont à vous offrir au Salon du livre de l'Outaouais. Je vous l'ai dit depuis le début de la semaine, pour le prix Sobé pour les arts 2019, la date de mise en candidature, elle est finale là, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense jusqu'à minuit, ça sera fermé. Alors juste pour un rappel, la Fondation Sobé a lancé l'appel de candidature pour l'édition 2019 du prix Sobé pour les arts. Ce prix récompense un art contemporain au Canada et c'est un prix annuel national et international qui s'adresse aux artistes canadiens âgés de 40 ans et plus. Non, 40 ans et moins, avant que je me trompe, désolée. Donc, c'est pour des artistes canadiens âgés de 40 ans et moins. Et comme je vous le disais, la date limite est aujourd'hui, 1er mars,
on va dire à minuit. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, si vous avez des œuvres là, vous hésitez, vous ne voulez pas vous lancer, ça coûte quoi d'essayer? Peut-être ce sera vous le prochain gagnant du prix Sobé 2019. Donc, je vous invite à visiter le www.beauxarts.ca avant minuit, bien évidemment. Donc, 23h59, il faut que vous ayez fait votre soumission pour pouvoir concourir pour ce prix-là. Aujourd'hui, 28 février aussi, s'ouvre la nouvelle pièce, pas une nouvelle pièce de théâtre, mais une pièce de théâtre qui revient dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. C'est le Lilas africain qui est présenté par Sacha Dominique. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Donc moi, je vous invite à visiter le www.nouvellescène.com et puis vous allez dans l'onglet spectacle et non, vous allez plutôt dans l'onglet autre événement et puis là, dans les spectacles, vous allez voir un peu cette affiche que vous voyez à l'écran et puis là, vous allez pouvoir prendre vos tickets. Ça commence aujourd'hui. Les horaires sont différentes dépendamment d'aujourd'hui au 1er mars. Parce que le 2, je pense que c'est de 14h à 20h, quelque chose dans le genre. Mais pour être sûr, visitez le www.nouvellescène.com. Notre émission aujourd'hui est assez chargée, mais tout de suite après la pause, on va parler avec Éric Génier, qui est directeur du service éducatif au CEPO, qui vient nous apprendre une très grande nouvelle et nous l'avons en primeur. Restez avec moi pour regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 3e centre d'énergie, le chakra de l'énergie, encore appelé Manipura. Cliquez Yoga, demain 8h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec le directeur du service éducatif du CEPO. Puis... Bonjour. Bonjour. OK, on va aller avec le sujet pour lequel on est venu d'abord. Après, on va aller avec les conseils personnels que tu me donnais. Là, c'est bon. Alors, on est venu parler d'un nouveau campus, en fait, qui ouvre avec vous. Hein? Absolument. Tout nouveau. Oui, tout nouveau campus dans la région d'Alexandria cette année. Alors, c'est quoi? Quelle est la particularité de ce campus-là? Nous, on ne sait pas. Mais c'est que le campus, sa particularité, c'est qu'il est à Alexandria, mais c'est un campus de l'école secondaire publique L'Héritage qui est à Cornwall, donc dans l'est de l'Ontario, dans les comtés de Stormont, Dundas et Glengarry. Okay. Moi, personnellement, je suis directeur du service pédagogique, mais on m'envoie aujourd'hui parce que je suis aussi ancien directeur de l'école secondaire publique L'Héritage. Donc, pourquoi c'est intéressant d'ouvrir un campus à Alexandria? C'est que l'école élémentaire publique Terre des Jeunes offre... c'est une école de la maternelle à la 8e année. D'accord. Donc, le campus va permettre aux élèves de l'école élémentaire publique Terre des Jeunes de poursuivre leurs études à Alexandria. Au lieu d'aller à l'extérieur. Au lieu d'aller à l'extérieur, parce que présentement, ces élèves doivent se rendre à Cornwall, qui est assez... 40 minutes? Oui, c'est un 40 minutes. Donc, soit à Cornwall ou à Hawkesbury. Donc, ça leur permet justement de poursuivre leurs études en français dans une école publique à Alexandria. Puis en plus de ça, ce campus, c'est il est tout à fait spécial parce que l'école secondaire publique L'Héritage offre le programme du baccalauréat international. Super.
Donc, étant un campus de cette école, ça veut dire que les élèves d'Alexandria et sa communauté scolaire vont pouvoir bénéficier d'un programme qui est tout à fait, selon moi, exclusif et de haute qualité. Donc, puis, depuis combien de temps est-ce que vous mijotez ça au CEPO? En fait, depuis que le programme du baccalauréat international est instauré à l'héritage, je vous dirais que c'est depuis... Il est implanté depuis 2010, je crois. Wow. On y mijotait parce que c'est sûr et certain que nous voulons offrir faciliter aussi. Ben oui, faciliter puis offrir ce programme à l'ensemble de la communauté francophone si on peut le faire. Donc, c'est une première pour la région d'Alexandria. Puis en plus de ça, c'est qu'à l'école élémentaire, les écoles... pas les écoles, pardon, les élèves bénéficient du programme Sporttech. Donc, Sporttech? Oui, donc le programme Sporttech à l'école élémentaire Terre des Jeunes, c'est qu'on initie les jeunes à la technologie à un très, très, très jeune âge. Donc, en salle de classe même. En salle de classe. Donc, dès la première année, sont exposés de façon régulière à la technologie. Et en plus de ça, ils ont un cours d'éducation physique à chaque jour. Donc, c'est une amalgame vraiment de l'approche technologique et de l'éducation physique et de l'approche santé. Donc, il faut un peu de tout. Un peu de tout, mais c'est intentionnel. C'est que l'école s'en fait quasiment un mandat de s'assurer que les élèves sont exposés à chaque jour aux deux facettes. Versus dans une école régulière, peut-être que l'élève n'aurait pas l'accès à la technologie à un très jeune âge et aussi. Donc, ça leur permet de poursuivre leurs études dans leur école, dans un nouveau campus. Puis, pour Alexandria, ce qui est intéressant, c'est qu'ils bénéficient de l'expertise des enseignants de l'héritage qui œuvrent au bac international depuis 2010. Donc, il y a une belle expertise. Il va y avoir un bon réseautage entre les enseignants des deux communautés. Les liens étaient déjà tissés parce que plusieurs élèves, justement, venaient à l'héritage, mais ça leur enlève vraiment le fardeau d'un trajet d'autobus 40 minutes pour poursuivre leurs études en français au bac international. Puis le bac international, on l'a dit au moins 3 fois, c'est quoi ça? Le programme du baccalauréat international, très bonne question. C'est un programme qui ne va pas vous surprendre, qui est reconnu sur le plan international. Oui. En fait, ce programme... c'est une entreprise privée, si vous voulez, qui assure, au-delà du curriculum de base de l'Ontario, qu'il y ait une uniformité entre toutes les écoles sur le plan international. Donc, pour être accrédité et pour faire partie du réseau des écoles du bac international, il faut offrir une programmation spécialisée. Souvent, il y a beaucoup de liens interdisciplinaires qui se tracent. Et en 11e et 12e année, lorsque les élèves accèdent au programme du bac, les cours qui suivent à même nos écoles secondaires sont souvent reconnus à l'université comme étant des équivalences universitaires. Donc, c'est un programme de haut niveau qui, oui, pour les élèves, ça demande un peu plus d'efforts parce que je pense qu'il y a des affaires qui s'ajoutent Un peu plus d'efforts, oui, et en même temps aussi, il y a beaucoup de liens interdisciplinaires qui se tracent, donc ça met beaucoup de contextualisation dans l'apprentissage. On est en train de vraiment contextualiser. Puis aussi, il y a beaucoup de retombées vers la communauté. Donc, la communauté fait partie intégrante de la pédagogie. Donc, les élèves doivent, en 10e année, réaliser un projet personnel qui bénéficie à leur communauté. Donc c'est vraiment, on est vraiment en train de développer un apprenant spécifique au BI, puis il y a un profil de l'apprenant qui guide toutes nos interventions. Donc, pour revenir, ce que ça veut dire pour le personnel, puis pour Alexandria, dans ce contexte-ci, c'est que déjà que nos enseignants en Ontario sont très bien formés, ce sont notre système en Ontario est un des meilleurs dans le monde, puis c'est prouvé par des recherches. Mais en plus de ça, c'est que pour œuvrer dans une école du bac international, on doit être formé davantage. Il faut aller chercher des certifications supplémentaires. Donc, les professeurs sont déjà habilités à... C'est ça. Donc, les professeurs sont doublement formés, puis la direction aussi. Donc, ça crée vraiment une école vraiment... à l'affût des nouveaux programmes pédagogiques, des approches pédagogiques, puis qui le mettent en œuvre pour ces Puis c'est ouvert là à l'international, parce que le nom le dit, baccalauréat international, fait que si l'étudiant il termine, il peut aller étudier, je sais plus, n'importe où. J'ai cru entendre qu'il s'est fait en différentes langues, oui ou non? OK. À Alexandria, puis nous, en Ontario, ce qu'on fait, c'est que pour offrir un programme du bac, il faut offrir 3 langues. Donc, le français, l'anglais de base, et souvent, on va choisir l'espagnol comme une 3e langue. OK.
Donc, quand il termine, il peut s'en aller peut-être dans une université en Espagne. Exactement. Donc, un élève de la 12e année va... donc, certains cours vont être reconnus auprès de diverses universités mondiales sur le plan mondial, mais aussi si jamais on prend un enfant d'un diplomate qui est amené à déménager souvent. Oui, c'est vrai. Ils vont choisir souvent les écoles internationales pour assurer une continuité dans les études. Puis, en principe, l'éducation qui est offerte à Cornwall, maintenant à Alexandria, en 11e année, devrait être la même que ce qui est offert à Genève ou peu importe où aux États-Unis. D'accord. OK. Puis ça, là, c'est un gros truc qui s'en vient. Là. Est-ce que c'est déjà ouvert? Les inscriptions sont lancées? Donc, c'est pas encore ouvert. Ça l'ouvre dès septembre. Dès septembre, pour les élèves de la 9e année. Donc, à Terre des Jeunes, on va débuter pour la 9e année dès septembre. D'accord. Et puis, est-ce que déjà les inscriptions sont ouvertes ou on doit attendre, on va dire... Non, les inscriptions sont déjà ouvertes. On n'a qu'à communiquer avec la direction de l'école, M. Daniel Lalonde, qui se fera un grand plaisir de procéder pour les inscriptions. D'accord. Bien, merci beaucoup pour ce gros projet. Dernière question. D'habitude, vous avez toujours des affaires avec le CEPO, oui. Ça a changé. C'est quelque chose de nouveau, ça? Bien, c'est quelque chose de nouveau. D'ailleurs, merci de me poser la question. J'en profite pour vous annoncer que le CPO est en pleine planification stratégique. Donc, toujours en travail. Hein? Toujours en travail. Donc, la prochaine planification... Donc, notre planification stratégique se termine cette année en 2019. Et la prochaine session est en lieu parce que la prochaine planification sera de 2020 jusqu'à 2025. Donc, présentement, nous sommes en train de consulter nos employés, nos élèves, nos parents et la communauté. Donc, j'en profite pour vous dire que si vous voulez laisser des commentaires ou nous donner des idées pour nous orienter pour notre prochaine planification, c'est le cpo.on.ca/osons 2025. Parce qu'on est à l'avant-garde, on innove, on ose. C'est tellement fantastique de vous entendre parler parce que ça sent que oui, si vous le vivez, là, cette avancée, vous le vivez. Félicitations, puis bonne chance pour le nouveau campus. Bien, je l'apprécie. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous à la maison, déjà, les inscriptions sont ouvertes pour le campus, le nouveau campus, donc www.heritage.cepo.on.ca pour déjà vous inscrire ou même peut-être aller piquer votre curiosité pour savoir qu'est-ce qui s'en vient avec ça. Ensuite, on vient de savoir qu'il y a une nouvelle programmation qui s'en vient pour 2020-2025. Ils sont déjà préparés à attendre votre rétroaction. Donc, www.cepo.on.ca/osons. Alors, vous allez oser avec eux pour changer le cours des choses dans l'éducation. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler avec une chercheuse scientifique qui va nous parler d'un sujet très, très intéressant. Restez connectés, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pas de presse ce soir. Posons nos lourds fardeaux. J'allumerai le feu. Posons nos lourds fardeaux. Je me perds dans tes yeux, scintillante passerelle me portant si haut, si haut. Au-delà de ces lourds fardeaux, au-delà de ces lourds fardeaux. Ce soir, pas besoin d'aller plus loin. De
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec la chercheure Isabelle McMartin qui va nous parler de la cartographie géologique dans l'Arctique canadien qui a bougé depuis, le mot il m'échappe là, mais je vais plutôt le dire depuis 2 millions d'années. Ça a bougé là depuis 2 millions d'années. Je préfère m'arrêter. Oui, les 2 derniers millions d'années, en fait, ce qu'on appelle, c'est la période quaternaire. 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 Mais dans l'échelle géologique du temps de la Terre, si on remet le temps total de la formation de la Terre à 24 heures, le quaternaire, ça représente environ 17 secondes sur les 24. Donc, c'est vraiment la dernière période, là, qui a été caractérisée par plusieurs glaciations et interglaciations. Alors, glaciation, déjà, la glaciation, c'est quoi? Glaciation, c'est la couverture des continents par des grands glaciers polaires, ce qu'on appelle des inlandis. Il en reste évidemment seulement 2 aujourd'hui, Groenland et Antarctique. Puis ça, c'est fait à chaque période d'hiver ou c'est vraiment comme continu dans toute l'année? La cartographie? Non, la glaciation. La glaciation, évidemment, ça couvrait le temps au complet pendant les années. D'accord. Ça se reproduit environ à tous les 100 000 ans. 100 000 ans. À 100 000 ans, il y a eu des évidences qui permettent de déceler les évidences de glaciation. D'accord. Ouais. Donc, moi, je travaille pour la Commission géologique du Canada, qui fait partie de Ressources naturelles Canada, puis c'est la plus vieille institution scientifique au Canada. On a fêté le 175e anniversaire. Ah, je comprends pas pourquoi le t-shirt est là. Donc, c'est avant la Confédération, évidemment, puis ça avait été fondé par William Logan, puis le plus haut sommet au Canada, au Yukon, s'appelle le Mont Logan, en l'honneur de ce monsieur. De Sir Logan. Alors, évidemment, si on peut mettre la première carte, pourquoi on fait de la cartographie en quaternaire? On peut avancer la diapo, là. Ah, non, OK, vous pouvez revenir, désolée. Je pensais qu'il y avait une animation, on voyait l'intérieur, mais c'est pour montrer l'étendue des glaces. Oui, l'étendue des glaces au dernier maximum glaciaire, il y a environ 18 000 ans, radiocarbone 20 000 ans. Donc, la grande majorité du Canada était recouvert d'une épaisse calotte polaire jusqu'à 2 à 3 km d'épaisseur. Même dans la région ici, même si on était proche de la marge glaciaire, il y avait jusqu'à 2 km d'épaisseur glaciaire. Alors, quand les glaciers se sont retirés, évidemment, ça a laissé... Ça a fondu à cause des changements climatiques qui étaient naturels à ce moment-là. La glace a fondu très rapidement, puis ça a laissé des vestiges sur le paysage. Ça a laissé des sédiments, différents types de sédiments, puis c'est ce qu'on cartographie, c'est ce qu'on étudie. On étudie leur nature, leur composition, puis la distribution. Parce que finalement, le quaternaire, ça a laissé des dépôts sur lesquels nous vivons. C'est des dépôts, là, vraiment, qui ne sont pas encore devenus des roches parce qu'ils sont trop jeunes. Donc, on étudie la distribution de ces dépôts-là. Il y en a plusieurs types, puis je peux montrer peut-être la deuxième carte, un deuxième diapo ensuite. Ça, c'est un exemple de carte où j'ai travaillé, qui est dans le centre du Canada, le centre géographique proche de Baker Lake. C'est une petite communauté inuite au nord-ouest de la baie du Thon, mais c'était aussi... Par hasard, c'était dans le centre géographique aussi de la calotte polaire laurentidienne. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie la distribution de différents types de sédiments déposés par les glaciers. Puis ici, on voit différentes couleurs sur la carte. Donc, ça, c'est les différents types de sédiments? Oui, différents types de sédiments. Donc, c'est vraiment une carte de matériaux de surface. On voit en vert, c'est surtout les sédiments déposés directement par la glace. Puis ça peut être des gros blocs. Si on voit à l'autre, on passe à l'autre diapo. Ici, c'est un exemple de gros bloc qui peut être aussi gros qu'une maison. Puis, ça varie des blocs jusqu'aux argiles. Donc, c'est vraiment, on appelle ça des diamictons. C'est vraiment un mélange de sédiments, de sable, gravier, argile, blocs, qui sont vraiment été érodés par la glace. Qui est compoté comme ça, là? Oui, érodés, puis qui ont été transportés, puis broyés, puis qui ont laissé des traînées de ces sédiments-là dans la toundra, dans ce cas-ci, autour de Baker Lake. Puis ce qu'on voyait dans l'autre image, dans la précédente, il y avait le vert qu'on voyait. Et oui, ça, c'est les sédiments verts. Rose, c'est la roche en place comme telle. C'est la roche qui a été des fois striée ou polie, comme un exemple. Ici, on a un exemple de roche qui est beaucoup plus vieille que les glaciations. On va la mettre sur la table pour que la caméra de là-haut la prenne.
mais on voit des rainures sur la roche. On appelle ça des stries glaciaires. Ça fait que ce qu'on fait avec ces rainures-là, c'est qu'on mesure leur direction. Puis ça nous donne une idée des patrons d'écoulement, des directions d'écoulement sous la glace. Puis là comme ça, parce que c'est venu de... Ben, ça, c'est ma droite. Donc, on va dire de la droite vers la gauche. Parce que je vois les lignes, elles sont comme ça. Dans ce cas-ci, en fait, c'est ça. C'est de la droite vers la gauche, dans ce cas-ci ici. Mais évidemment, ça, c'est de la roche en place. C'est ce qu'on voit en rose ici. Okay? Puis aussi, dans la glace, en plus des blocs et des graviers, puis des argiles, comme on a vu sur la photo avec le gros bloc, il y a des classes comme ça ici, qui ont été complètement polies par les glaciers. C'est tellement lisse, oui, c'est lisse. Ça pourrait faire un comptoir de cuisine. Mais ça, c'est des blocs qu'on retrouve qui ont été déposés à la base de la glace. Donc, le glacier a vraiment, avec les sables et les blocs qu'il y avait à l'intérieur de la glace, broyé, poli longtemps. Puis il a fait aussi des petites rainures, des micro-stries sur ces galets-là. Ça fait que ça, on retrouve ça beaucoup en surface aussi, à côté des blocs. Puis vous pensez que ça prend combien de temps pour que la glace arrive à broyer, à former ce genre de... Ça peut être très rapide. Ça dépend d'un paquet de facteurs, entre autres de la dynamique de la glace. Il y a des glaciers qui s'écoulent très rapidement à l'intérieur de courants glaciaires. C'est comme quasiment des rivières de glace, qui fait que ça peut avancer des centaines de mètres par année facilement. Mais il y a d'autres glaciers qui avancent beaucoup plus lentement, puis il y a toutes sortes de facteurs, entre autres la nature du substratum rocher, les climats aussi vont influencer la vitesse d'écoulement des glaces. Comme quand il fait moins chaud, moins froid? Oui, quand il fait moins chaud, moins froid, évidemment. Quand il fait plus chaud, des fois, il y a des espèces d'avancées très rapides, comme on voit dans certains glaciers, ou au contraire, il peut y avoir un recul du front. Parce qu'il fait plus chaud, donc il y a une zone d'ablation où la glace fond plus rapidement. Le deuxième type de sédiments glaciaires, si on retourne à nos types de sédiments un peu plus loin... donc à la 4e diapo? Oui, la 4e diapo. Ça, on appelle ça ici un escar. Donc, c'est... Un escar. Escar. E-S-K-E-R. Puis, ça, c'est des sédiments, des sables, des graviers qui ont été déposés dans le lit d'anciennes rivières sous-glaciaires, la plupart du temps. Donc, ça fait comme un petit cordon de sable et glaciers. Mais ça fait un relief positif. Normalement, les graviers se retrouvent dans le fond des rivières aujourd'hui, mais là, étant donné que ça a été déposé sous la glace, quand la glace a fondu, tout ce qui est resté, c'est l'espèce de crête d'escar comme telle, qui fait un relief positif. Donc, la glace, elle avait comme englouti ça, là. C'est ça, oui. Il y avait de l'eau qui s'écoulait à la base de la glace qui déposait ces sédiments. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de ressources en eau potable qui sont extraites des escars, entre autres au Québec, en Abitibi. Il y a de l'eau de source qui s'appelle Esca. Puis ça vient de Esca? Oui, je pense que je connais cette source-là. Donc, c'est des eaux vraiment qu'on va puiser dans les C'est ça, c'est une ressource là, pour aller trouver des eaux en surface. Je viens de me rendre compte que la nature est beaucoup plus forte qu'elle le dit. Oui. On va prendre une toute petite pause. OK. Juste après la pause, on va découvrir encore qu'est-ce qui se passe avec les mouvements glaciaires ici dans le Nord canadien. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si j'arrivais à tenir le rêne, piétiner tout ce qui me gêne, au moins m'agripper. Mais Justin, serre avec les jambes, guide avec ton âme, tu y arriveras. À jamais j'allais jurer c'est arrivé. À jamais je chanterai ton envolée. À jamais tu resterais une de mes rêves. À jamais, à jamais. Et toi? Non, ce n'est pas pour être rude
Merci bien. Je n'ai assez de jouer la prude. Le tour est à nous. Le tour est à nous. Le tour est à nous. Oh, oh, oh. Jamais j'allais jurer. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, la glace, les mouvements glaciaires, ils changent beaucoup de choses là, dans la nature. Bien, un autre effet des glaciations, en fait, c'est suite à la glaciation, il y a des déglaciations. Okay? Donc, le poids du glacier, quand il était à son maximum glaciaire, comme on l'a vu, avait vraiment affaissé une partie de la croûte. Alors, lors de la déglaciation, toutes ces parties-là qui sont maintenant plus basses à cause du poids de la glace sont envahies par les eaux marines. Puis il y a une déposition d'argile marine dans ces zones basses-là. Puis aujourd'hui encore, il y a un relèvement suite à la déglaciation. On appelle ça le rebond post-glaciaire. Le rebond post-glaciaire. Donc tranquillement, la croûte se relève. Donc ce qui fait en sorte... Oui, pour reprendre sa forme initiale avant la glaciation. Alors, ce qui fait en sorte qu'on a des nouvelles plages qui se forment, des galets de plage qui sont soulevés progressivement. Entre autres, dans la baie du Tson, il y a un relèvement d'environ 1 cm par année, toujours aujourd'hui. Même si les glaciers ont fondu depuis 6-7 000 ans dans ces régions-là, il y a encore un rebond qui se fait. Fait que ce qu'on retrouve, c'est des sédiments qui ont été déposés dans les anciennes mers post-glaciaires. Entre autres, l'autre diapo après, la 5. C'est ça. Ici, on voit là, vraiment des sédiments argileux, des boues argileuses, comme on retrouve ici dans la mer de Champlain, parce qu'il y avait la mer ici aussi pour un bout de temps. Puis dans ces sédiments-là, on retrouve parfois des petits coquillages marins, comme celui-ci, qu'on peut dater. Donc, on peut déterminer son âge, fait que ça nous aide à reconstruire aussi l'histoire des anciennes mers post-glaciaires, puis du taux de relèvement, du rebond. Celle-là qu'on a ici, elle a combien d'âge? Oui, celle-là, elle a environ... Celle-là, je l'ai pris aussi au Nunavut, d'environ 6 à 7 000 ans. Comment vous faites pour découvrir l'âge d'un coquillage? Bien, on fait des datations. Dans ce cas-ci, évidemment, il y a du carbone dans les coquillages. On fait des datations au radiocarbone. Donc, on mesure certains radioisotopes qui se désintègrent, puis en fait, toutes sortes de formules ont réussi à découvrir selon la quantité de carbone 14 qui reste dans le coquillage. C'est un long processus, hein? C'est un long processus, mais ça nous aide à comprendre quel est le taux de relèvement. Moi, j'ai parlé à des Inuits qui me disent qu'ils se promenaient en kayak il y a 50 ans le long de la mer, puis ils pouvaient atteindre certaines îles ou certaines rivières, puis maintenant, à cause du rebond, il y a des roches qui commencent à émerger, il y a des rivières sur lesquelles ils ne peuvent pas passer certaines chutes. Donc, c'est quelque chose qui se voit quand même là, à l'intérieur de 1 ou 2 générations encore aujourd'hui. Mais il faut que c'est compensé un petit peu aujourd'hui avec le relèvement du niveau marin, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose dont on pourrait parler une autre fois. Puis là, vous ne travaillez pas seul sur tout ça? Non, c'est ça. On a des camps de terrain au Nunavut. C'est des équipes, si vous montrez l'autre, ça, c'est un exemple d'un camp. C'est des camps temporaires qui sont installés là, évidemment, pendant l'été arctique, qui est quand même très court. Souvent, on arrive, les lacs sont encore gelés ou ils commencent à dégeler à la fin juin. Puis si on atterrit sur les lacs avec des hydravions, bien, il faut attendre fin juin. Puis, des fois, les premières neiges recommencent à tomber au mois d'août, début septembre. Non, donc, ça nous fait des saisons de terrain quand même assez courtes, mais c'est quand même des grosses installations. Là, on voit sur la diapo des petites tentes. Ça, c'est nos tentes personnelles en arrière. Mais on a des tentes cuisine, des tentes bureaux. On a l'Internet maintenant avec le satellite. On a l'électricité avec des génératrices. Ça fait qu'on est très bien équipé. La tente bureau, on a plein d'ordinateurs, on a des imprimantes, on peut communiquer avec nos dirigeants, nos gestionnaires. Ça fait que c'est une grosse entreprise. Quand vous arrivez là avec tout le camp, est-ce que vous vous déplacez
Parce que s'il peut arriver, vous préparez ça à l'avance, je suppose, d'arriver dans un tel lieu. Oui. Puis si l'atmosphère, finalement, c'est pas bon, ou vous devez vous déplacer? Des gros camps comme ça, on ne déplace pas ça facilement. D'habitude, on est installé là pour la période, mais on appelle ce qu'on appelle aussi, on a ce qu'on appelle aussi des fly camps. Ça, c'est vraiment, là, tu es déposé dans le milieu de la toundra avec ta petite tente, un petit peu de bouffe pour quelques jours, puis tu rayonnes à partir de ça. Rapidement, là. Ouais. Mais sinon, on se déplace en hélicoptère. Ici, on a une photo, là, ensuite, d'une équipe, aussi au Nunavut, avec qui j'ai travaillé en 2015, je crois. Alors, on a notre hélicoptère avec le pilote ou la pilote qui nous amène aux endroits où on a choisi pour prendre nos échantillons, pour prendre des observations. Puis c'est comme j'ai dit, c'est des grosses équipes multidisciplinaires. Moi, je travaille en quaternaire, mais il y a des gens qui travaillent sur certains gîtes minéraux, il y a des gens qui travaillent en géophysique. On a des étudiants gradués, des assistants de terrain, ils font des thèses, donc on a des fois des visiteurs, des professeurs qui viennent visiter. C'est un gros travail, ça. Est-ce que les étudiants comme ça, ils sont préparés à l'avance comme c'est quelque chose de gros qu'ils vont affronter? Oui, puis ils sont fiers, puis ils sont contents de travailler souvent avec la commission géologique. On a quand même une très bonne réputation pour installer des camps comme ça dans des régions tellement éloignées. Puis oui, ils se préparent, il y a des propositions de thèse. Évidemment, il faut prévoir le budget, les professeurs avec les universitaires. On emploie aussi des gens localement, des communautés inuites, soit pour leur ils connaissent mieux le terrain aussi. Ils connaissent plus l'histoire récente, mais c'est très intéressant. Ils nous montrent justement des blocs erratiques qui ont des noms parfois. Ils ont été nommés par leurs ancêtres ou ils ont des territoires de chasse qu'ils connaissent, puis ils en ont entendu parler. Puis ça nous donne un autre aspect là, quand on marche dans la toundra puis que nous, on se concentre sur notre science. C'est vraiment intéressant. Puis on a aussi des gens qui viennent nous supporter, des gens du village qui viennent nous supporter au niveau de... Oui. Ben, c'est qu'on les appelle les bear monitors. Ils viennent nous protéger des ours polaires, souvent, ou des grizzlies. Donc, ils viennent avec nous, ils ont des fusils de chasse. Puis nous, on peut se concentrer sur ce qu'on fait. Mais c'est juste pour les effrayer, là? Les effrayer, définitivement. Évidemment, s'il y avait une attaque, on serait bien défendus. Pour de vrai, là. Est-ce que toutes ces informations-là, je pense que j'allais être un peu perdue, mais là, c'est fabuleux ce que vous faites. Est-ce que ça se retrouve sur le site web de... Oui, on publie nos cartes, des rapports. C'est tout sur le site web. C'est dans Geoscan qu'on appelle. Geoscan, oui, mais ça, c'est sur le site web de Ressources naturelles Canada. On peut trouver, c'est gratuit. Les gens peuvent sauvegarder les fichiers, les insérer dans leur logiciel. Merci beaucoup. Oui. Et puis, si vous en allez pour quelque chose d'extraordinaire, encore bonne chance. OK, merci beaucoup. Alors, voilà, mais n'oubliez pas de visiter le site web de Ressources naturelles Canada, www.rncan.gc.ca, pour avoir des informations sur tout ce travail dont on vient de parler. Restez avec moi, regardez. Trop de pression, faut que ça lâche, faut que ça craque, faut que ça claque, et ça va faire mal, je sais que ça fait mal, mais ça va passer, ça va passer. Laisse-y le temps, laisse-y le temps, il règle bien les choses. 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 La nuit languit, les journées traînent, je transgresse, je me rince. Quand viendra le répit, quand viendra le...
retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours théâtre, mais là je suis maintenant avec Mishka Lavigne, qui est elle à la base de 8 tests de pièces de théâtre, oui, on dit comme ça. Et puis il y en a 2 qui ont été éditées depuis lors. Tu m'as dit quelque chose de très poignant tout à l'heure concernant les pièces de théâtre. Fait que l'édition, c'est juste un plus, là. Oui, l'édition, c'est généralement un plus pour le théâtre. En gros, quand on écrit du théâtre, c'est pour être joué, c'est pour être sur scène, c'est pour être dans la bouche des comédiens. C'est très rare aussi au Canada d'avoir du théâtre qui va être édité quand il n'a pas été joué. Donc, en gros, l'édition va généralement accompagner la production ou suivre la production. Puis, c'est ça. Donc, c'est toujours un gros plus d'être édité, d'avoir le bouquin. Puis comme un support, là. Oui. Puis Cinéma, c'était la première œuvre qui avait été éditée. Oui. Puis elle a remporté le prix Québec-Ontario 2017 au Salon du livre de Toronto. Puis combien de temps, après que tu aies fait la pièce, combien de temps Cinéma, en fait, c'est un texte que j'ai écrit en 2013, 2012-2013. Puis, il a joué à la Nouvelle-Scène, en fait, la Nouvelle-Scène dans sa saison itinérante, donc quand il n'y avait pas de bâtiment. C'était une coproduction du Théâtre La Catapulte et du Théâtre Belvédère, une mise en scène de Caroline Hiergeau. On a joué en 2015. Puis, la version éditée de la pièce cinéma est sortie en 2016, à temps pour la tournée. 3 ans? Oui. Mais disons 1 an après la production. Okay. Donc, c'est sorti 1 an après la production, à temps pour la tournée. Donc, ça, c'était très bien. Havre, c'est un texte que j'ai écrit en 2015-2016, puis qui a eu sa création en 2018. Et l'édition est sortie début janvier 2019, à temps pour une 2e production du texte qui a eu lieu en Suisse. D'accord. Est-ce que tous tes textes parlent d'un même sujet ou quels sont les sujets que tu explores, toi? Non, ça dépend des textes. Havre, c'est un texte sur le deuil, c'est un texte sur l'absence. Dans mes textes, il y a en général les personnages féminins sont plus forts. En général, c'est des textes qui sont centrés autour de personnages féminins parce qu'il n'y en a pas assez au théâtre, point. Il n'y a pas assez de rôles, il n'y a pas assez de rôles pour des comédiennes, il n'y a pas assez de textes qui sont des textes où les femmes prennent la parole, où les femmes sont le personnage important, où c'est pas un faire-valoir, donc où c'est vraiment son histoire à elle. Puis, pour moi, c'est très important, puis c'est pas quelque chose qui va changer. Donc, c'est dans Cinéma, autant que dans Havre, c'est les personnages féminins qui sont les plus importants. Les deux, en fait, Cinéma et Havre, c'est 2 textes à 2 personnages, un homme et une femme. Okay. Les 2 ont une histoire à porter, les 2 ont... un bagage avec lequel ils viennent. Un bagage et des choses qui se passent, des actions qui se passent dans leur vie de personnage. Mais pour moi, c'est quand même important que les personnages féminins aient, disons, le gros bout du bâton, mais en termes, pas nécessairement en termes de réplique, pas nécessairement en termes de présence sur scène, mais en termes de... Elles ont leur propre histoire qu'elles peuvent régler elles-mêmes sans avoir besoin de se faire sauver par un prince charmant. Mais... tellement bien dit, parce que quand j'ai vu les 2 personnages qui étaient dedans, moi, du coup, j'avais tout de suite pensé peut-être à une histoire d'amour qui allait forcément venir, puis l'homme qui allait aider la femme, mais ça n'a vraiment pas rapport. Puis pour moi aussi, avec Havre, c'est que le deuil, c'est quelque chose qui se vit en privé. Donc, les 2 personnages ont un deuil à vivre, puis ils viennent se rencontrer parce qu'ils vivent quelque chose de similaire entre eux. Entre eux, il se bâtit une... Moi, j'ai beaucoup appelé ça dans le travail de ce texte-là, j'ai
beaucoup appelé ça une amitié nécessaire. Donc, c'est les personnes qu'on rencontre quand on a absolument besoin d'eux dans notre vie. Ils vont nous apprendre quelque chose, ils vont nous amener plus loin, ils vont nous faire grandir, mais c'est pas eux qui nous sauvent. Donc, pour Elsie, dans Havre, Matt arrive pas comme un prince sur un cheval blanc et c'est pas l'amour qui va tout régler parce que ça, c'est un film américain. Puis lui aussi vient avec son bagage, en fait. Oui. Donc, je voulais pas que ce soit une histoire de film américain à l'eau de rose. Donc, puis pour moi, si ces deux personnages-là, à la fin de la pièce, se revoient plus jamais ou s'ils se revoient une fois par 3 mois pour prendre un café, c'est correct. Ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre ensemble à ce moment-là, dans le fond. Puis, du coup, ça me fait penser il y a certaines personnes, souvent, comme tu le disais, ils sont là pour un moment. Après, il faut savoir lâcher prise parce qu'on a tendance à vouloir les garder dans nos vies. Moi, j'ai retenu un passage où c'est Elsie qui parle beaucoup. Puis, elle demande à Matt, penses-tu que tout le monde a un moment dans sa vie où c'est comme si un trou venait de s'ouvrir? Un moment avant et un moment après. Penses-tu que tout le monde a une cicatrice dans sa ligne du temps, comme moi, avant et après la mort de ma mère? C'est juste qu'elle exprime ce qu'elle ressent à Matt. Et le rôle de Matt, en fait, en plus d'être un soutien pour elle, pourquoi il est là, en fait? Matt, c'est qu'il vit un deuil qui est différent de celui d'Elsie. Donc, Elsie perd sa mère, qui est un monument littéraire, qui est une figure mythique de la littérature. Qui est beaucoup reconnue. Donc, en quelque part, quand Elsie perd sa mère, ce qui lui reste à faire à Elsie, c'est déterminer c'est quoi la différence entre un deuil privé puis un deuil public. Parce que, parce que le personnage de sa mère et sa mère, comme elle la connaît, c'est pas la même personne. Puis Matt, de son côté, lui, ce qu'il vit, c'est une absence complète d'informations sur ses parents à lui. Donc, lui cherche, c'est un enfant adopté, lui cherche ses parents biologiques. Et il trouve rien. Donc, de son côté, Matt, il s'attache un peu à cette figure-là de Gabrielle Soriol, l'auteur, parce que quand on la cherche sur Google, il y a 10 millions de résultats. Puis lui, de son côté, il se dit « Pourquoi moi, il n'y a rien? » Puis elle est chanceuse d'avoir tout ça, quand Elsie ne se voit pas nécessairement comme étant aussi chanceuse. Donc, les deux, ils ont un deuil à faire, mais qui est différent, dans le fond. Puis ça parle beaucoup de parentalité, donc du lien avec les parents, du côté de Matt, du lien avec la mère, du côté d'Elsie. Donc, ils ont deux histoires qui s'inscrivent en parallèle. On va aller à la pause. Je pense qu'on va continuer de parler de ton livre, OK? Alors, on prend une toute petite pause et juste après, on va continuer de parler de Havre de Mishka Lavigne. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. En attendant que la roche redevienne du sol, en attendant que les mots redeviennent des oiseaux, que les joies retrouvent l'hirondelle, l'allumette, la chandelle, la rivière, le sel. Tu dis de tenir mes promesses, d'être à l'affût de mes faiblesses. Mais je suis comme un chien au bout d'une laisse qui tire dessus pour aller voir. Au bout de la rue, c'est peut-être ben beau, comme un nuage passager, ou comme la langue chaude des vents de l'été. C'est-tu la fin ou
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé Mishka avec moi et puis on parle de sa nouvelle pièce théâtrale Havre qui a été éditée aux éditions L'Interligne. Puis tu disais que les deux personnages qui se trouvent dans ce livre-là, ils ont une histoire. Ils vivent une histoire en parallèle. Puis en fait, il y a beaucoup de mes textes qui fonctionnent de cette façon-là ou de cette structure-là d'écriture. On peut appeler ça une pièce à tresse. Donc, c'est souvent des histoires, des personnages qui vivent des histoires en parallèle. Il y a des moments comme quand on fait une tresse où il y a des brins qui se croisent. Puis à la fin, disons, tout s'attache avec une belle boucle. Donc, il y a un peu de ça dans mes textes. J'aime beaucoup l'idée de choses qui se passent en parallèle, des moments où il y a des choses qui se recoupent. Puis Havre fonctionne un peu comme ça aussi. Oui. Et puis tous tes documents se font comme ça. Moi, je me juste demandais où est-ce que tu trouves l'inspiration? Est-ce que ce sont des affaires vécues de près ou de loin? Bien, il y a des choses, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont un petit peu inspirées de la réalité, toujours comme n'importe quel auteur. Le deuil, c'est universel. Tout le monde en a vécu un de près ou de loin. Pour Havre, en fait, il y a plusieurs points d'inspiration qui viennent pour la pièce. J'étais très intriguée par cette idée-là de deuil privé, deuil public. Admettons d'avoir regardé, j'ai un souvenir d'avoir regardé les funérailles de la princesse Diana avec ma mère à la télévision. Puis les deux princes, là, les deux fils de la princesse Diana, ils ont le même âge que moi. Puis là, je les regardais aux funérailles, puis je me disais, tu sais, ils vivent quelque chose de complètement différent. Ils vivent pas la même chose que le reste du monde parce qu'ils ont perdu leur maman, ils n'ont pas perdu cette espèce de mythe de la princesse Diana. Du coup, ça me fait penser aussi à l'histoire avec Whitney Houston. Quand elle est décédée, quelques temps après, sa fille aussi est décédée. Je me dis peut-être que la pression... Pourquoi? C'est possible. Ouais. Puis, il y a aussi dans Havre l'image de, toute la construction sur rideau pour le train léger, puis l'affaissement de chaussée, le trou immense qui s'est ouvert sur rideau. Ça a été une des images d'inspiration du texte. Mais souvent, je fonctionne avec soit des images ou des fragments, puis en général, j'essaie de les relier ensemble. Puis c'est un peu pour ça aussi que la pièce à tresse fonctionne avec cette méthode d'écriture-là. Donc, oui. Facile à lire. Puis il faut dire que elle a été mise comment je vais dire ça, en figure ou traitée en pièce de théâtre ici dans la région? Oui, il y a eu une lecture, en fait, aux Feuilles vives d'Ottawa en 2016. Il y avait eu une lecture aussi à Montréal, au Festival du Jamais lu. Il y a eu une lecture en France aussi, tout ça en 2016. Puis ensuite, c'est ça, la première production, la création de la pièce s'est faite à la Troupe du Jour à Saskatoon en septembre 2018. Ottawa, peut-être Peut-être. Puis en même temps, tu es un peu metteur en scène, là. Non, pas du tout. Non? Pas du tout. La mise en scène, c'est vraiment la chose que je fais pas. Moi, je suis vraiment une auteure. Je fais aussi beaucoup de traduction de théâtre. Je fais de la traduction de poésie. Je traduis de la littérature. Puis, je suis vraiment une personne de mots. Je suis pas du tout une metteur en scène. Comme auteur de théâtre, ça fait que je suis quelqu'un qui écrit puis je suis quelqu'un qui passe. Donc, ça fait déjà une interprétation. Il y a déjà quelqu'un qui se l'approprie, qui fait quelque chose avec ça. Comme Sacha. Comme Sacha tantôt. Est-ce que tu lis d'autres pièces de théâtre pour t'inspirer? Oui, je lis beaucoup de théâtre. En général, la plupart des auteurs de théâtre vont lire beaucoup de théâtre. Admettons, je siège aussi sur un comité de lecture de la Maison Antoine Vitesse à Paris. Donc, pour ça, je lis quand même une grande quantité de pièces dans une année. J'ai fait des jurys, des choses comme ça, de prix, de toutes sortes de choses. Donc, je finis par en lire beaucoup. Mais en général, c'est ce qui sort de nouveau. Soit j'essaie de le voir, soit j'essaie de le lire. Mais j'essaie d'être au courant de ce
qui se passe. Mais voir comment un auteur écrit aussi, c'est très intéressant. Puis ça, comme... Il y a différentes manières ou procédés pour... Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en tant que traductrice, je peux rentrer dans la peau d'un auteur en le traduisant parce que forcément, quand on traduit, on essaie de respecter un rythme, un style, une méthode d'écriture. Quand on traduit de la littérature, on essaie de traduire en même temps le style d'un auteur. Donc, de faire de la traduction, ça permet en quelque part de se faire la main sur des styles que nous, on n'écrit pas nécessairement. Donc ça, c'est aussi un travail qui est fascinant. Puis ça a été traduit, ça a été en... Quand j'ai vu Alma, j'ai dit « Wow! Oui, donc ça allait loin, ça! » Havre a été traduit ce printemps en anglais pour une mise en lecture qui a eu lieu à Chicago. Puis ça vient d'être traduit en allemand pour un festival qui était en novembre à Saarbrücken. Puis, en fait, en novembre, ce qui a été fait aussi, c'est que ça a été... Novembre 2018. Ça a été enregistré comme un Hörspiel, qui est une pièce radiophonique. D'accord. Donc, il y a une version radio de Havre qui est disponible en allemand sur le site de la Radio nationale avec les comédiens enregistrés en direct au festival. C'est extraordinaire. Puis Radio-Canada en faisait de ça à une certaine époque. Ce serait vraiment bien de le ramener. De le ramener, on va aller lancer un petit coucou. Oui, à Rogers, pourquoi pas? Oui, ça serait très... Oui, on va y penser. Okay. Merci beaucoup. Alors, Havre, on le trouve facilement sur le site web? Sur le site web de l'Interligne, qui ont une boutique en ligne, puis disponible aussi Librairie du Soleil, les autres librairies indépendantes aussi. Mais merci beaucoup pour ton livre, puis bonne chance. On espère te revoir pour un troisième, parce que tu m'as dit que tu travaillais sur un texte. Alors, vous à la maison, si vous avez envie de découvrir cette magnifique histoire, je vous invite à visiter le site web des éditions L'Interligne, www.interligne.ca, et puis vous allez vous procurer ce livre Havre. Et puis, vous allez le dévorer parce que c'est le moment de lire avec l'hiver. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, Jean-Paul Moreau est avec nous. Il va nous enchanter avec de nouvelles mélodies. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Rachel Prudhomme qui nous parle de son amour profond pour son héritage autochtone. Soyez-y. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Juste vous rappeler que les portes de la 40e édition du Salon de livre de l'Outaouais elles sont ouvertes depuis ce matin. Et puis, il y a tellement d'éditeurs et d'écrivains qui vous y attendent. Donc, c'est une activité pour tout le monde. Prenez vos enfants, ça vous fait une petite marche. Vous allez découvrir qu'est-ce que la communauté francophone vous offre de merveilleux. Et puis, donc, pour tout ça, vous pouvez visiter le site web www.slo.qc
qc.ca. Et puis, vous allez participer à cette ultime activité qui se termine le dimanche. Donc, c'est le moment de prendre vos tickets. Donc, visitez le site web, n'oubliez pas. Je vais vous dire aussi que la pièce de théâtre Le Lilas africain commence aujourd'hui à la nouvelle salle Gilles Desjardins. Je n'ai pas explicitement le site web, mais vous pouvez taper sur la recherche Google. Vous allez juste taper nouvelle scène Gilles Desjardins. Et puis, vous allez dans les spectacles. Dans l'onglet Autres événements, vous allez voir Le Lilas africain là-bas. Vous pouvez vous procurer les tickets et puis participer à cette merveilleuse pièce-là qui s'en vient. Pour faire des régimes, là, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile. Demain, vendredi, à l'émission, on aura la chance d'avoir Lise Hamilton-Carrière, notre conseillère en perte de poids. Et puis, elle va nous apporter les programmes elle va nous donner des astuces sur des programmes qui peuvent aller avec nous. Mais en plus de ça, on va parler de joie avec une auteure super intéressante, Eudoxie Adopo. Restez connectés. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être un meilleur personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de guerre qui m'ont donné me protègent. Merci! Regardez TV Rogers, Ottawa.